Le président Modibo Keïta, père de l'indépendance malienne, dirige un gouvernement socialiste depuis 1960, soutenu par son parti, l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, USRDA. Cependant, sa politique rencontre des difficultés économiques. En 1966, il suspend la Constitution et le Parlement, remplacé par un comité national de défense de la révolution à plein pouvoir. La population est de moins en moins satisfaite du gouvernement. Des officiers subalternes maliens, en particulier les lieutenants Moussa Traoré, Tchekoro Bakayoko, Kisuma Doukoura, Youssouf Traoré et Philippine Sissoko, et des sous-officiers tels que l'adjudant-chef Sungalo Samake, préparent en conséquence un renversement du pouvoir. Les officiers supérieurs maliens n'ont alors que peu ou pas de contrôle sur leurs subordonnés et ne jouent pas de rôle dans le coup. Dans la nuit du 18 au 19 novembre à minuit, les putschistes rassemblent la garnison de Kati, le fief militaire du Mali, et leur annoncent leur intention. Le réseau téléphonique est coupé à 2 h du matin et les cadres de l'USRDA commencent à être arrêtés avant l'aube. Les soldats stoppent le convoi du président Modibo Keïta alors qu'il est rentré à Bamako depuis Mopti. Ils prévoient de l'arrêter à Koulikoro lors de sa descente de son bateau. Mais Keïta est en avance sur son horaire et sa Citroën DS est bloquée à 10 h à Kayo, à quelques kilomètres seulement de Bamako. Le lieutenant Bakayoko demande au président de se mettre à la disposition de l'armée malienne. Puis les officiers le font monter dans un véhicule blindé de transport de troupes BTR 152. Il est amené au centre de la capitale à 11 h 30. Il lui demande de mettre un terme à sa politique socialiste et de remplacer ses collaborateurs. Mais Modibo Keïta refuse, arguant qu'il était démocratiquement élu sur un programme socialiste. Cependant, selon le capitaine Abdoulaye Wologem, conducteur de la voiture présidentielle, les mutins ne font que réclamer de nouvelles élections, ce que le président refuse. Devant ce refus, l'armée diffuse un message radio annonçant « Le régime dictatorial est tombé ». Pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. À la tête de ce coup d'État se trouve le lieutenant Moussa Traoré, un homme dont le nom et les actions resteront gravés dans la mémoire de tous les Maliens. Avec la conquête par la France à partir du début des années 1880, le Mali devient une colonie française le 27 août 1892 sous le nom de Soudan français, nom repris du décret du 18 août 1890 qui a donné ce nom à la région du haut fleuve de la colonie du Sénégal. L'esclavage est aboli par l'administration coloniale en 1905, mais l'application de cette décision est lente et se heurte à des dynamiques locales. Lors du référendum du 28 septembre 1958, les électeurs du Soudan français votent massivement, 97% en faveur de la création de la République soudanaise au sein de la communauté française. Le 4 avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise se regroupent pour former la Fédération du Mali qui accède à l'indépendance le 20 juin 1960. Le 20 août 1960, 2 mois après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise proclame à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom de Mali. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Mais, qui est Modibo Keïta, le père de l'indépendance de la République malienne? Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis.
nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Dans les rues de Bamako-Koura, quartier animé de la capitale du Soudan français, actuel Mali, naissait le 4 juin 1915 un garçon qui allait marquer l'histoire de son pays, Modibo Keïta. Fils de Daba et Fatoumata Kamara, il venait au monde au sein d'une famille malinké, imprégnée des traditions et des aspirations de sa communauté. Dès son jeune âge, Modibo montra des signes de détermination et de curiosité intellectuelle. Entre 1925 et 1931, il fréquenta l'école primaire de Bamako, jetant les bases de son éducation. Mais c'est à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, rebaptisée aujourd'hui lycée Askia Mohamed, qu'il approfondit ses connaissances dès 1931. Sa soif d'apprendre le conduisit ensuite à l'école normale d'instituteurs, l'école William Ponty de Gorée à Dakar en 1934. C'est là que l'empreinte de Modibo Keïta commença à se dessiner. Ses enseignants le remarquèrent rapidement, louant ses capacités intellectuelles tout en notant son engagement politique naissant. Modibo se distinguait non seulement par ses résultats académiques exceptionnels, mais aussi par son activisme contre l'occupation française, un mouvement qui gagnait du terrain dans les cercles intellectuels de l'époque. En 1936, Modibo Keïta sortit major de sa promotion, portant haut les couleurs de son héritage malinké et de son engagement pour la liberté de son peuple. Fort de son diplôme d'instituteur, il commença sa carrière dans l'éducation, enseignant d'abord en région rurale, puis dans les villes comme Bamako, Sikasso et Tombouctou. L'année 1939 marqua un tournant décisif dans la vie de Modibo. Il épousa Mariam Traoré, une femme qui allait devenir sa compagne de vie et sa partenaire dans toutes ses luttes à venir. Cette union, bien plus qu'une simple alliance, symbolisait l'engagement indéfectible de Modibo envers sa cause et envers son peuple. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère de bouleversements politiques et sociaux s'ouvrit pour Modibo Keïta. Animé par une vision de changement et de justice, il devint l'un des architectes de la renaissance politique de son pays. En 1946, il fut l'un des cofondateurs et le secrétaire général de l'Union soudanaise, rejoignant par la suite le Rassemblement démocratique africain RDA. Mais son activisme politique ne passa pas inaperçu aux yeux du régime colonial français, qui le considéra rapidement comme une menace. En 1946, Modibo fut interné pour sa lutte contre l'oppression coloniale, témoignant de son dévouement sans faille à la cause de son peuple. Malgré ces épreuves, son engagement politique ne faiblit pas. En 1948, il fut élu conseiller général du Soudan français, représentant fièrement la circonscription de Bamako-Keïta. Cette victoire marqua le début d'une ascension politique remarquable. En 1953, Modibo Keïta franchit une nouvelle étape en étant élu conseiller de l'Union française, une reconnaissance de son leadership éclairé et de son engagement envers les idéaux démocratiques. Mais c'est en 1956 que son influence politique atteignit de nouveaux sommets. Il devint maire de Bamako, la capitale dynamique du Mali naissant, et fut élu député à l'Assemblée nationale française. Sa voix résonnait désormais au cœur même du pouvoir politique français. Cette période fut marquée par des nominations prestigieuses au sein des gouvernements de la 4e République française. D'abord en tant que secrétaire d'État à la France d'outre-mer dans le gouvernement de Maurice Bourges-Mounori, puis en tant que secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement de Félix Gaillard. Ces postes de responsabilité lui offrirent une plateforme pour défendre les intérêts de l'Afrique et pour promouvoir ses idéaux de liberté et de justice. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Ces deux derniers pays quitteront rapidement la fédération. Le 20 juin 1960,
Modibo Keïta se retrouve propulsé au sommet du pouvoir en tant que chef du gouvernement et de la Fédération du Mali, une union qui réunit le Soudan français et le Sénégal. Cependant, cette alliance fut de courte durée et le 22 septembre 1960, elle vola en éclats. Dans ce tumulte politique, Modibo Keïta saisit l'opportunité de proclamer l'indépendance du Soudan français, baptisé désormais la République du Mali. Sous sa direction, le pays embrassa résolument le chemin de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Déterminé à façonner l'avenir de sa nation, Modibo Keïta opta pour une politique alignée sur le modèle soviétique, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire du Mali. En tant que socialiste convaincu, il entreprit de transformer progressivement l'économie malienne vers une socialisation plus prononcée. En octobre 1960, il créa la Société malienne d'importation et d'exportation SOMIEX, chargée du monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des biens manufacturés et des produits alimentaires essentiels tels que le sucre, le thé et le lait en poudre. Cette initiative ambitieuse visait à consolider l'autonomie économique du Mali et à favoriser une distribution équitable des richesses nationales. Cependant, cette politique audacieuse ne tarda pas à rencontrer des obstacles majeurs. La création du franc CFA en 1962 et la difficulté d'approvisionnement qui s'ensuivirent déclenchèrent une inflation galopante, plongea une partie de la population dans la précarité et l'incertitude. Les paysans et les commerçants en particulier ressentirent l'impact de ces mesures économiques, nourrissant un profond sentiment de mécontentement et de frustration au sein de la société malienne. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants comme Fili Dabo Sissoko et Amadou Diko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la révolution active et suspend la constitution en créant le Comité national de défense et de révolution CNDR. Les exactions des milices populaires et la dévaluation du franc malien en 1967 amènent un mécontentement général. Les autorités tentent aussi d'introduire des politiques de lutte contre l'esclavage persistant dans certaines régions du pays malgré l'interdiction officielle. Le 19 novembre 1968, le Mali sombre dans les ténèbres de la dictature militaire lorsque le lieutenant Moussa Traoré orchestre un coup d'État implacable en renversant le président Modibo Keïta. Dans le sillage de ce coup de force, Modibo Keïta est emprisonné à Kidal, plongeant ainsi le pays dans une ère sombre et incertaine. Pendant 9 longues années, de 1968 à 1977, le Mali est gouverné par le Comité militaire de libération nationale CMLN, imposant un règne de fer et de répression à la population malienne. Les espoirs de démocratie et de progrès semblent s'évanouir alors que le pays est enserré dans les griffes de l'autoritarisme militaire. Pour Modibo Keïta, cet internement signifie la fin tragique d'une vie consacrée à la lutte pour la liberté et la justice. Le 16 mai 1977, dans des circonstances suspectes, il rend son dernier souffle à l'âge de 61 ans, détenu dans une prison de Bamako. Les autorités soucieuses de dissimuler la vérité annoncent son décès comme étant dû à un œdème aigu des poumons, masquant ainsi les possibles actes de violence et de négligence qui ont précipité sa mort. Malgré les efforts des autorités pour étouffer toute contestation, les funérailles de Modibo Keïta au cimetière d'Amdalaï deviennent le théâtre de manifestations massives, symbole de la détermination du peuple malien à ne pas oublier ni pardonner les injustices subies. Mais même dans le deuil, la répression continue alors que les services de sécurité, sous la direction de Tchekoro Bakayoko, répriment violemment toute velléité de protestation. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à la radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta qui ne convainc personne. Fils d'un soldat de l'armée française, Moussa Traoré naît le 25 septembre 1936 à Sébetou, dans la région de Kaï au Mali. Il est scolarisé à l'école des enfants des troupes de Kati, créée en 1923 par l'autorité coloniale et inspirée du Britannique militaire français. Engagé dans l'armée française à 18 ans, il parachève sa formation militaire en sortant major de la promotion 1963 de l'école de formation des officiers ressortissants des territoires d'outre-mer et Fort-Tom. Créé en 1956,
Cet établissement fermera ses portes en 1965 après avoir formé près de 300 officiers indigènes, parmi lesquels figurent plusieurs futurs chefs d'État africains, dont Mathieu Kérékou du Bénin, Séini Kountché du Niger ou encore André Kolingba de la République centrafricaine. Lieutenant de l'armée malienne en 1963, Moussa Traoré est nommé un an plus tard instructeur à l'école militaire interarmée. Il y gagne rapidement en popularité auprès des futurs officiers. Le 19 novembre 1968, avec un groupe d'officiers subalternes, il renverse le régime socialiste de Modibo Keïta, alors décrié par le peuple insatisfait de la situation économique et du tournant autoritaire du père de l'indépendance, lequel avait suspendu la Constitution et le Parlement dès 1966 et accordé les pleins pouvoirs à son Comité national de défense de la Révolution. Le coup d'état des jeunes officiers maliens, favorablement accueilli par la population, s'ajoute à la liste des coups de force qui porteront au total une quarantaine de militaires à la tête des États africains durant la décennie 1960, renforçant une tendance qui se poursuivra jusqu'à la fin du XXe siècle et dans une moindre mesure après l'an 2000. Comme au Dahomey, actuel Bénin, quelques années plus tôt, puis au Niger, 6 ans après, le pouvoir militaire succède à celui des instituteurs formés à l'école normale William Pointy. À partir des années 1960, la multiplication des régimes militaires contribuera à remodeler en profondeur les régimes politiques africains. Pour le lieutenant Moussa Traoré, alors âgé de 32 ans, s'ouvre bientôt un long règne autocratique, ponctué de malversations financières et de multiples actes criminels. Président du Comité militaire de libération nationale, CMLN, Moussa Traoré devient chef de l'État le 19 septembre 1969. Il conforte graduellement sa dictature en évinçant ses principaux collaborateurs du Comité militaire de libération nationale, CMLN. Le Premier ministre, Yoro Diakité, le ministre de la Défense, Kissima Doukara, et le directeur de la Sûreté nationale, Tchekoro Bakayoko, sont condamnés aux travaux forcés et incarcérés au bagne de Taoudéni, à 750 km au nord de Tombouctou, dont aucun ne reviendra. Comme eux, des centaines d'opposants favorables à la démocratie seront emprisonnés, torturés, voire assassinés par le régime de Traoré. C'est le cas de l'ancien président Modibo Keïta, mort en détention en 1977 au camp des commandos parachutistes de Djikoroni Para à Bamako dans des conditions non élucidées. C'est également le cas d'Ibrahim Ali, universitaire et farouche pourfendeur du régime, que Traoré fait enfermer dans les prisons de Bamako, Nyono et Taoudéni, dont Li restituera l'expérience dans son roman Toile d'araignée qui dépeint un univers carcéral, sordide et extrêmement inhumain. Malgré l'opposition des adversaires politiques du régime dont le nombre croît sans cesse, la constitution de la 2e République est adoptée par un référendum à 99% le 2 juin 1974. Elle dote le pays d'un parti unique, d'une assemblée nationale et d'un président élu au suffrage universel pour 5 ans. Moussa Traoré crée en 1976 l'Union démocratique du peuple malien, UDPM, qui sera le seul parti autorisé au Mali jusqu'à la chute de son régime. En 1979, il est l'unique candidat à la présidentielle et seuls les membres de l'UDPM sont candidats aux législatives. Avec d'autres régimes africains, il organise en 1985 une tentative de déstabilisation de son voisin, le Burkina Faso, afin de favoriser le renversement du président révolutionnaire, le capitaine Thomas Sankara. Soutenu par la Côte d'Ivoire et le Togo, il fait circuler des rumeurs attribuant à des militaires burkinabés une violation de la frontière et entre en guerre pour quelques semaines avec le Burkina Faso. Le président Moussa Traoré et l'Union démocratique du peuple malien, UDPM, le parti unique, domine la vie politique du Mali depuis le renversement du père de l'indépendance, Modibo Keïta. À la fin des années 1980, le mouvement de contestation contre le régime autoritaire en place s'accentue, attisé par la situation économique, les sécheresses et les aspirations démocratiques des Maliens. Des grèves étudiantes et syndicales secouent le pays. La répression est brutale, créant un climat d'instabilité qui incite les militaires à renverser Moussa Traoré le 26 mars 1991. Le général Amadou Toumani Touré et le comité transitoire pour le salut du peuple dissolvent l'UDPM et mettent un civil, Soumana Sako, à la tête du gouvernement. Moussa Traoré est immédiatement écroué. En 1993, le tribunal de Bamako décide de juger, une première en Afrique,
l'ancien dictateur uniquement pour les crimes commis entre janvier et mars 1991, faisant ainsi l'impasse sur plus de 2 décennies de dictature militaire. Moussa Traoré est condamné 2 fois à la peine capitale, d'abord en 1993 pour crime de sang, puis en 1999 pour crime économique, la seconde fois avec son épouse Mariam. Lors de la seconde présidentielle de 2002, le candidat indépendant Amadou Toumani Touré, qui avait déposé Traoré en 1991, annonce son projet de gracier ce dernier. Il est toutefois devancé par le président sortant, Alpha Oumar Konaré, qui gracie son prédécesseur, dont il avait déjà commué les condamnations à la peine de mort en peine de prison à vie. Moussa Traoré redevient un homme libre en 2002. Au cours des 18 années qui suivront, il jouira d'un fulgurant et tout aussi curieux retour en grâce auprès des dirigeants du pays. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.